Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle critique, une petite critique d'un film minuscule, La Vallée des Fourmis Perdues, sorti en 2014, de Hélène Giraud et de Thomas Szabó, ou Szabó. Il y a un S et un Z, bon c'est compliqué à prononcer. C'est un film qui est issu d'une série de petites pastilles d'animation qui est apparue en 2006 à la télévision. C'est un film avec un budget quand même assez confortable pour de l'animation, 10 millions d'euros. Il en a rapporté 22 environ. C'est un film qui a reçu le César du meilleur film d'animation en 2015 et c'est aussi un film qui s'est exporté assez facilement dans le monde à travers je sais plus combien de pays. C'est un film qui dure 1h30 environ et qu'est-ce qui se passe dans Minuscule? Eh bien, ce sont des fourmis noires qui découvrent une boîte de sucre et décident de l'emmener dans leur colonie. Mais de terribles fourmis rouges veulent s'en emparer, veulent se l'approprier. Et aidés par une petite coccinelle, ils vont vivre des aventures pour acheminer la boîte jusqu'à destination. C'est un film d'aventure, donc avec bien des insectes en CGI, en images de synthèse. C'est un film enchanteur et je n'aurais pas fait cette petite vidéo pour vous présenter le film s'il n'y avait pas eu Minuscule 2, les mandibules jusqu'au bout du monde, ou un titre comme ça, enfin, un titre qui laisse déjà présager le meilleur. C'est Luc Aubric qui m'avait annoncé que il y avait un deuxième volet fin janvier. J'étais très surpris, il est passé sous mon radar. Le film est tellement minuscule, la blague était facile, mais je me suis empressé donc de revoir ce premier film pour vous en faire une présentation rapide. Le film est très simple, le film est très efficace, il est efficace pour les enfants, je considère qu'il est tout à fait visionnable pour les enfants, c'est tout à fait dans les pas des petits moments de fiction de Microcosmos. Donc c'est un film à ses côtés sur la vie d'insectes qui était un peu fictionnalisé par moments. Il y a eu quelques moments où on fait de la fiction. En 1996, il y a eu aussi un autre film, ce sont les deux seuls dont je me souviens, c'est La Cité assiégée qui date de 2006 pour le coup, 10 ans plus tard, qui est un film de fiction là clairement, mais beaucoup plus porté par la musique et par un monologue, une personne qui présente un peu ce qui se passe. Mais en essayant de faire dialoguer des plans avec des termites et des fourmis, c'est pas évident, mais il y a quand même un travail à la longue qui est assez passionnant avec l'arrivée de fourmis et les termites qui essayent de sauver leur reine. Enfin, il y a quelque chose d'assez palpitant et là, tout le montage de séquences filmées où il faut trouver quelque chose à raccorder, ça c'est plutôt compliqué, eh bien ils arrivent à quand même créer une situation de fiction, une cité qui est assiégée par les fourmis. Ce n'est vraiment pas facile. Les deux films, Microcosmos et La Cité assiégée, mixé, eh bien ça donne un petit peu Minuscule. Je n'ai vu que cela. Après, n'oublions pas les films en synthèse mettant en scène les fourmis ou les insectes, comme Mille et une pattes et Fourmisme. Et là, je trouve que c'est déjà beaucoup plus anthropomorphisé avec les insectes qui parlent et tout ça. Donc là, c'est vraiment orienté pour les petits, balisé, je veux dire, par les grands studios, alors qu'ici, on est sur quelque chose qui est déjà un peu plus, réel. Pas vraiment, mais plus universel, va-t-on dire. C'est une histoire simple, un récit d'aventure, un récit dans un premier temps de parcours. C'est une succession d'épreuves mêlant l'adresse, le courage, la ténacité aussi pour faire déplacer cette boîte et pour éviter les différents problèmes, que ce soit de grands animaux pour les insectes, hein, donc des lézards, des poissons, ou alors leur ennemi de toujours, les fourmis rouges. Et les fourmis noires vont faire preuve d'une adresse assez extraordinaire et d'une force aussi pour transporter cette boîte à travers de beaux décors de forêt très bien éclairés avec un étalonnage, mais c'est incroyable. Moi qui regrette souvent des étalonnages un peu similaires, ici ça
pète, mais dans tous les sens. Donc on a cette petite boîte qui se déplace dans de grands décors naturels. C'est une comédie intelligente. C'est un film qui fait beaucoup sourire. Ça ne fait pas forcément rire à gorge déployée, mais le sourire est palpable. J'entends par là que la situation, on comprend la situation comique, c'est une situation qui fait du bien. C'est-à-dire que ce n'est pas un film, j'espère que le deuxième ne sera pas comme ça non plus, ce n'est pas un film qui va mettre mal à l'aise, ou dont les situations sont inextricables, ou vont foutre le bourdon. Le jeu de mots, je crois qu'on vient bien s'amuser dans cette critique. Mais c'est un film qui désamorce très rapidement les situations dramatiques. Dramatisation, dédramatisation, ça fonctionne très bien dans ce film-là. On bloque tout de suite les problèmes et l'angoisse de peut-être pas y arriver assez rapidement. Donc c'est vraiment là un film, je trouve, pour les petits, puisque la tension est très vite résolue, je trouve. Là où le film peut surprendre, c'est que nous sommes non plus dans des petits courts-métrages pour la télévision, nous sommes dans un long-métrage, donc la structure est beaucoup plus grande. Il y a un deuxième acte, vraiment clairement, à la moitié du film, il y a un autre truc qui se passe, c'est une citadelle, la citadelle des fourmis noires, qui se fait assiéger par les fourmis rouges. Et là, on passe dans un autre registre, un film de guerre presque, un film de survie. Et on envoie la petite coccinelle chercher un élément, un objet qui va sauver toute la colonie des fourmis. Une boîte d'allumettes. Ouais, c'est vraiment une boîte d'allumettes. Parce qu'ils ont des fusées qu'ils envoient sur la fourmi rouge et ils n'avaient plus qu'une seule allumette. Donc ils envoient la coccinelle à l'aventure, encore une fois, mais cette fois-ci toute seule. Et elle devra récupérer cette petite boîte d'allumettes. On a des boules de pétanque qui sont envoyées par les fourmis rouges pour défoncer la citadelle. On a vraiment cette attaque qui est assez épique et en même temps qui est très à l'échelle minuscule, c'est-à-dire que on envoie des boules de golf ou des chardons, tout ce qui pour nous est ridiculement petit, et bien pour eux c'est une véritable avalanche de pierres comme avec des catapultes. Alors ils ont des espèces d'élastiques et ils mettent leurs boules sur les élastiques pour les envoyer sur la citadelle. Ça, ce sont les catapultes des fourmis rouges. La moindre petite chose est rendue très épique, comme l'assaut des cure-dents. Je vous en dis pas plus, mais le truc avec les cure-dents, c'était vachement bien. Et tout ça est bien sûr rendu compte avec une ampleur épique dans la mise en scène. Donc c'est un film qui est en même temps à petite échelle et qui rend compte d'une grande histoire. Un petit film mais avec de grands enjeux pour des messages qui sont, encore une fois, je trouve très orientés pour les enfants, mais enfin pour les enfants parce que l'adulte est censé avoir engamasiné ces messages. Mais ils sont vraiment bien amenés et plutôt forts. J'entends par là le respect de l'autre, par exemple, l'entraide et le respect de l'autre. Il y a une chose toute simple que je trouvais très juste par rapport à ce respect de l'autre. C'est un moment... ils arrivent enfin à la citadelle avec le sucre qu'ils ont pu garder et ils commencent à faire leur petit chemin parmi toutes les fourmis qui s'affairent tout autour de la citadelle, et il y a la coccinelle qui elle n'ose pas vraiment rentrer dans la zone de la colonie parce qu'elle n'est pas vraiment invitée. C'est une petite coccinelle, qu'est-ce qu'elle viendrait foutre chez les fourmis? Peut-être les fourmis elles veulent pas, donc elle attend tout simplement au bord de la forêt qui est un signal, quoi que ce soit, et on a la chef des fourmis qui vient la voir et qui lui fait signe de venir, avec bien sûr des petits bruits, des petites choses comme ça. J'en ai pas encore parlé, et ça c'est un autre aspect du film qui est vraiment très bien. Et donc, par l'invitation de la fourmi, eh bien la coccinelle va dans la colonie. Ce n'est pas elle qui va décider toute seule, allez hop, j'en ai rien à foutre des autres, je suis les fourmis, tout ça. Non, elle attend l'invitation de la fourmi. Et je trouve ça, c'est un petit geste en fait de respect, de convention, d'autrui aussi. C'est quand on est dans un endroit qu'on ne connaît pas, on attend d'être invité dans un appartement ou tout ça. On va pas comme ça rentrer dans l'appartement en mode salut tout le monde. Enfin, voilà, ça se fait pas. Donc voilà, là le respect de l'autre est montré, je trouve, assez justement dans ces toutes petites scènes. Ces petits aspects, on les retrouve partout. Et l'aspect et ce qui peut-être renforce davantage en fait la communication et la communication universelle autour de ces messages, c'est que le film, eh bien, il n'y a pas de dialogue. C'est un film qui a un anthropomorphisme très limité.
Il est particulièrement visible par les yeux, par les petits yeux très expressifs des fourmis, des différents insectes. Et c'est à peu près tout. Les insectes communiquent par des bruits. Alors ce ne sont pas des bruits d'insectes, ce sont des bruits de petites trompettes, de bruits de motos, de voitures, de sound design. Il y a eu beaucoup d'imagination pour créer des bruits liés à différents insectes. Au début, ça fait déjà marrer au début. En plus qu'on a un petit peu, comment dire, de vécu. Alors les petits, c'est peut-être pas sûr qu'ils comprennent la blague, mais au début, eh bien, on a un couple, voilà, un couple humain. Ils partent comme ça de leur pique-nique. Et après, il y a des plans sur la forêt et des plans particulièrement sur les hautes herbes. Et peu à peu, on se rapproche des hautes herbes et on entend un bruit, mais un vacarme. C'est une véritable autoroute. Et ça, c'est génial parce que là, on se rend compte que les mecs, ils ont tout compris pour attirer l'attention du spectateur. C'est que le bruit d'autoroute, eh bien, ce sont tous les insectes qui volent, qui courent, qui sautent de branche en branche. Ça forme un véritable vacarnaum d'autoroute avec des bruits de voitures, de bus, de motos, tout ce que vous voulez, et on se dit ah ok, ce sont les insectes qui créent ce bruit là, bien sûr. Donc il y a une exagération du bruit des insectes qui est absolument savoureuse, et rien que ces premiers plans on t'entend comme ça, tu dis waouh, un véritable trafic routier, hein. Donc c'est un film qui fonctionne sans parole. Les insectes font des petits bruits, des grésillements, et donc ce film peut être vu dans n'importe quel pays, ce qui lui donne une portée universelle. Et c'est aussi à des fins purement économiques très profitable pour des distributeurs, des producteurs, de se dire que ce film-là, il pourrait être vu en Allemagne, en Thaïlande ou au Brésil, sans aucun problème. Le film a une vraie carte à jouer au niveau du sound design et de la communication entre les différents insectes. La petite coccinelle, qui est le héros du film, eh bien elle est courageuse. Le chef des fourmis, c'est vraiment un personnage très sympathique parce qu'il accepte la petite coccinelle très facilement comme compagnon de voyage, après que cette coccinelle ait fait peur à un énorme lézard. Alors là, le lézard... Là, on voit vraiment qu'il y a un plaisir de montrer une énorme créature et tout d'un coup qui part à cause de bruit que fait la petite coccinelle dans la boîte à sucre. Donc ça crée une forme d'écho et ça fait peur aux lézards. Et cette petite fourmi, comment on présente le rapport amical entre la fourmi et la coccinelle? Eh bien, non seulement des scènes où elles sont toutes les deux, mais aussi un mouvement que fait la fourmi quand elle se rapproche de la coccinelle. Elle lui tapote le dos avec ses petites antennes pour signifier un geste de reconnaissance. Et encore une fois, rapport avec l'autre, de respect. Il y a plein d'autres petits personnages, soit des personnages qui apparaissent pendant un plan. Il y a par exemple, j'ai beaucoup aimé ce passage, il y a un mille-pattes où je sais pas trop ce que c'est, une petite chenille, je crois que c'est plutôt une chenille, qui est en train de se déplacer sur une branche. Et il se déplace d'une façon avec un espèce de truc d'étirement, comme ça elle rapproche son corps et après elle étire son corps, mais avec comme si c'était un espèce de sportif de haut niveau. Et quand il voit je sais plus ce qui passe devant ou un truc qu'il faut vite dégager, je crois que ce sont les fourmis rouges, et bien elle commence à accélérer le mouvement avec un bruit, mais c'est génial ce bruit, hein. C'est génial, un espèce d'étirement de plastique ou de caoutchouc. Alors c'est très amusant dans le film d'essayer de deviner qu'est-ce qui produit le bruit, donc il faut essayer de se dire alors le sound design, et alors c'est quoi ce bruit là, donc c'est presque ludique en fait de reconnaître les sons dans ce film. On a la reine, alors la reine des insectes, la reine des fourmis noires, on dirait une énorme mamie. Elle a une tête de mamie, je peux pas vous dire autrement. Elle a une tête de mamie et elle veut pondre des œufs tranquillement, et au moment où elle prend un petit morceau de sucre, et bien tout d'un coup elle pond des tonnes d'œufs à la chaîne, mais vraiment on dirait des petites crottes vertes, mais en fait ce sont les œufs que d'autres insectes, des espèces de mini fourmis amènent jusqu'à une autre salle où ils entreposent les œufs, et elle est toute contente. Elle peut pas se déplacer parce qu'elle est immense, elle est ultra grosse, mais elle a une tête de
Voilà, elle a une bonne tête, cette reine, hein. On a les mouches motards, ça c'est aussi un concept. Ce sont des mouches avec des grands yeux rouges qui se déplacent en gang avec des bruits de motos. Vous savez, les Harley Davidson, les motos qui font beaucoup de boucans. Et il y a une espèce de petit moucheron qui est toujours avec ce groupe-là, qui rit comme une hyène et qui essaie d'arnaquer en fait la petite coccinelle. Et à un moment, la coccinelle, elle en a marre, elle va voir ce qui se passe. Et tout d'un coup, tu as d'autres grosses mouches qui se déplacent tout autour d'elle, mais comme clairement un gang qui va tabasser une personne, voilà. Et je trouvais que ce rapport était génial et ça permet après des courses-poursuites avec les mouches qui essayent de foutre la merde, clairement, de rattraper la coccinelle. On a aussi une petite araignée qui est un peu designée comme une créature de chez Tim Burton. Elle est dans une réplique de la maison de Psychose et elle fait des espèces de tableaux artistiques avec ses toiles. Elle sert pas à grand chose en fait, je trouve, cette petite araignée, mais elle est sympathique et elle permet une interaction avec la coccinelle qui elle arrive comme ça dans le lieu, elle sait pas trop ce qu'elle va découvrir et elle se fait après attraper par une énorme grenouille et grâce à la maison de l'araignée, eh bien la grenouille elle est vaincue. Je vous dis pas comment, mais c'est extrêmement bête. Mais donc voilà, il y a plein de petites interactions entre les différents insectes. Par exemple, il y a les fourmis qui vont sauver la coccinelle qui est dans l'eau. Ces fourmis vont se mettre en formation grue pour rattraper la coccinelle qui allait se faire gober par un poisson. Autre interaction que j'ai beaucoup aimée, c'est quand les fourmis rouges découvrent qu'il y a du sucre, ou en tout cas il y a quelque chose de précieux dans la grande boîte rouge. Et donc ils font barrage aux fourmis noires. Et bon, les fourmis noires, elles veulent pas se battre. Donc il y a la chef des fourmis qui prend un bout de sucre de la boîte, elle va le déposer devant les fourmis rouges et elle se barre. Mais vraiment, elle pose ça comme ça, là, en mode de péage, hein. La frontière, voilà, je vous donne du sucre et vous nous laissez passer. Les fourmis rouges, elles ont vraiment une gueule à dire tu te fous de nous là, tu nous donnes un petit truc de merde alors que tu as toute la boîte remplie de sucre. Voilà, et alors que la fourmi noire, elle fait ça mais en toute innocence, hein. Elle repart avec la boîte, avec sa petite compagnie là. Voilà, il y a des trucs comme ça dans les visages, dans les regards, surtout les petits yeux, hein, qui sont travaillés dans ce film pour parler à la place de la bouche. Parce que la bouche, c'est des voilà, des choses comme ça. Et donc, tout ce travail, eh bien, c'est un travail de CGI, de synthèse pour créer les petits insectes. Alors, c'est une synthèse vraiment différente, beaucoup plus épurée que les grands studios américains qui ont de l'argent à n'en plus finir. Ici, on est sur une image de synthèse intégrée à un décor réel. Donc, il faut filmer le décor en prévision d'une intégration de petits éléments virtuels, que ça soit un objet, hein, comme typiquement la boîte de sucre, qui pour, je pense, certains moments est une véritable boîte de sucre, et pour d'autres moments, eh bien, c'est une boîte virtuelle, parce qu'à un moment, elle fait des ricochets, c'est pas possible de faire des ricochets avec une véritable boîte comme ça. Ça permet bien sûr de gérer parfaitement le mouvement des petites créatures, l'expressivité, et donc il y a un travail d'éclairage, de lumière, non seulement lumière naturelle qui a permis à l'équipe réduite de faire leur plan, mais aussi une lumière travaillée. Par exemple, il y a la séquence de la tempête au début du film, quand la petite coccinelle essaye de se protéger de la pluie, eh bien ça fait clairement penser à Bambi, dans les traits d'éclairs qui viennent frapper en lumière, j'entends par là les surfaces, les gouttes d'eau sur les feuilles, tout ça, ça m'a évoqué des plans de Bambi, dans une faible mesure, mais il y a quand même quelque chose dans le choix graphique de représenter la tempête qui m'a évoqué Bambi. D'ailleurs, ce n'est pas le seul film qui est évoqué, je trouve, par Minuscule. Il y a plein d'autres films pour quelques plans, pas beaucoup, mais il y a quelques plans qui évoquent vraiment des films, par exemple. Quand les fourmis se font attaquer, eh bien, elles ont besoin d'armes pour se défendre. Et donc, elles vont dans une énorme pièce avec une espèce de fourmi intello qui sait quels objets elle a entreposés. Donc, elle va dans cette espèce d'entrepôt et il y a un plan où on a un tilt vertical, donc un panoramique vertical, pardon,
Et c'est le plan de fin, je trouve, des aventuriers de l'Arche perdue, avec une allée générale où on voit la fourmi en train de chercher quelque chose, et on a des tonnes de machins accumulés comme dans un véritable entrepôt. Et bien c'est, je trouve, le dernier plan de Les Aventuriers de l'Arche perdue. Voilà, des petites références comme ça, je pense qu'on peut déceler, ou en tout cas on peut y être sensible. Il y a un éclairage sur les feuilles, sur le sucre aussi dans la boîte qui est superbe. Un travail assez minutieux sur des petites surfaces, sur quelque chose qui n'est pas à hauteur d'homme. Donc ça, il faut le prendre en compte. On est à la hauteur des insectes. Les cailloux sont des montagnes et les lézards sont des dinosaures. Et ce rapport d'échelle, il nous est montré très rapidement, dès les premiers plans. On a un plan du dessus de la forêt. Et on a un petit chemin et on a une petite voiture rouge comme une coccinelle. Si ça se trouve, c'est même une coccinelle, je ne sais pas le type de voiture. Et on a une petite voiture rouge comme ça qui fait le petit chemin pour aller déposer deux humains qui vont faire leur pique-nique. Et c'est littéralement ce que nous allons avoir dans le film. Un rapport entre le géant qui est la forêt et le minuscule qui est l'être vivant, l'insecte ou l'être humain au début du film dans sa petite voiture rouge. Donc on a un rapport du petit face à l'immensité, face au beaucoup plus grand qui est dès le départ dans le film. Le rapport d'échelle est similaire et nous est montré pour déjà conditionner le spectateur et nous faire finalement le rapport que ce qui paraît petit pour un insecte, eh bien nous avons aussi l'équivalent à notre échelle à nous. À cela s'ajoute aussi l'utilisation du cinémascope qui change par rapport au 16 neuvième, au 1,85 de la télévision. Il y a un travail de cadre pour utiliser toute la surface, pour aussi travailler sur les colonnes de fourmis, la masse de fourmis qui se déplace et cette petite rangée de fourmis qui trimballent le sucre, voilà, qui se déplace à l'écran. Ou tout simplement les fourmis rouges qui sont alignées près d'une montagne, enfin ce que nous on pense une montagne, un énorme rocher en gros, qui est en train d'épier en fait les fourmis noires qui se déplacent. Donc voilà, il y a un travail sur le décor comme si on était par moment dans un western clairement. Et donc l'utilisation du cinémascope est bienvenue, de même que pour les séquences de course-poursuite, on travaille la profondeur de champ. Et ceci est allié à de la création sonore, puisque sans cette création sonore, le film ne marcherait vraiment pas du tout. Non seulement une création sonore pour créer de l'ambiance autour de ces plans réels, les éléments, le feu, la terre, l'air, l'eau, mais aussi le sound design pour animer auditivement ces fourmis, cette coccinelle et tous les autres insectes. Ils ont dû se faire plaisir. Par exemple, à un moment, il y a une course-poursuite. Eh bien, cette course-poursuite, elle m'a fait vraiment penser à la course de Pod dans La Menace Fantôme, le Star Wars épisode 1. Il y a vraiment une influence, je pense, clairement, dans le choix de son et le choix de mixage et aussi de panoramique sonore. Vous voyez, quand j'entends par le panoramique sonore, c'est... On entend de très loin la coccinelle et après tout d'un coup elle passe à l'écran et on entend le son beaucoup plus fort et tout d'un coup après elle passe de l'autre côté et le son se réduit, s'amenuise. Ça c'est ce qu'on appelle un panoramique sonore, de gauche à droite. Il y a un travail de son qui est remarquable, lié aussi à une musique qui porte le film. C'est une très belle musique orchestrale parce que dans le film il y a de l'action et Hervé Lavandier a fait une musique qui accompagne très bien ce qui se passe. Quand ils sont dans les rapides par exemple dans l'eau, eh bien il y a vraiment une super musique, elle porte le film comme je vous le disais, elle est vraiment à écouter, voire même si vous trouvez le CD à part, c'est peut-être bien aussi. Là je suis très content aussi de la musique qui vient porter les émotions et faire même par moments je trouve du Mickey Mousing, pas trop, mais par moments il y a un appui d'un mouvement, d'un geste d'un insecte par la musique. Au final, eh bien je vais citer l'article de courtefocal.fr consacré au film. Il est dit dans cet article, il est un immense petit film. Je trouve que c'est très très juste, un immense petit film. Il est réussi, il est pour les petits. Je pense pas qu'un adulte prendra vraiment plaisir à le voir, mais en tout cas il ne pourra pas nier
l'efficacité et le plaisir quand même de découvrir le film une première fois, je lui mettrai un 14,5 sur 20. C'est un film tout à fait honnête qui change aussi de l'animation plus que normalisée, standard en ce moment, je trouve. En termes d'animation, on se comprend bien en 3D. Là, on a l'utilisation de la 3D un petit peu différent, ça fait du bien avec des moments de silence et on attend l'interaction visuelle plutôt qu'un bavardage. Et ça, je trouve que c'est une vraie force du film et j'ai hâte de découvrir le deuxième volet que j'irai voir au cinéma, bien entendu. Et vous aurez bien sûr une vidéo, peut-être pas immédiatement, mais vous l'aurez. Une vidéo aussi courte que celle-ci, j'espère. Je vous remercie d'avoir vu cette critique de Minuscule. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder le film, de regarder aussi sa suite. Les vidéos sont là un petit peu pour ça aussi. Je vous remercie de votre soutien et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!